Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour le jeu, le 10e de la deuxième saison, et c'est aussi le deuxième épisode de notre série Les Actus PLJ avec 4 thèmes aujourd'hui. Le premier, ASSE PSG en Coupe de la Ligue, 6-1, un score énorme. L'ASSE a-t-il abandonné toute ambition contre le PSG? Le deuxième sujet, le TFC et les résultats complètement pathétiques avec un record de défaites consécutives. On va en parler. Troisième, les sanctions pyrotechniques qui sont tombées ce soir entre la SSE et le PSG à Geoffroy Guichard. On se rappelle qu'il y avait eu 2 feux d'artifice dont un automatisé. Donc les résultats de ces sanctions, on les donnera. Et ensuite, la dernière actu qui est Tottenham-Liverpool, un gros match de cette journée de Première Ligue. Aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut Val. Salut. Le Bernardo Silva lillois. Et donc, on va parler de ces sujets. Alors, on commence directement avec ASSE PSG. Alors, Valentin, toi qui as vu le match, on l'a tous les deux vu. Est-ce que tu penses définitivement que Saint-Étienne et surtout son entraîneur Puel. a complètement, Puel, a complètement abandonné toute ambition contre le PSG en mettant cette équipe, on va pas dire cette Ouais. équipe de bras cassés parce que Ouais. c'est beaucoup trop Non péjoratif, mais on va non, dire mais cette équipe qui n'est pas au moi niveau. franchement j'ai pas envie de dire bras cassés parce que on connaît la forme à Saint-Etienne, on sait que c'est vraiment pas bon en ce moment. Le 6-1 le témoigne bien, mais j'ai pas envie de rejeter la faute sur les jeunes parce que sur ce coup-là on les envoie un peu au charbon honnêtement. Lancer des jeunes au parc contre le Je suis PSG, d'accord. excuse-moi, c'est clairement tu les envoies au charbon, faut dire ce qui est. Donc concernant les contre-performances de Saint-Etienne, j'ai pas envie d'en vouloir aux jeunes. Donc sur ce match-là, j'en veux pas aux jeunes, j'en veux surtout à Puel qui, certes, peu d'équipes ont la capacité de rivaliser face à ce PSG-là, mais t'envoies pas cette équipe-là, quoi. Pour commencer, c'est le premier point que je reprocherais à Saint-Etienne, c'est leur équipe, quoi. Franchement, c'est compliqué de vouloir agir avec ça, et franchement, vu les joueurs que tu fais partir, tu pars défaitiste, faut dire ce qui est, franchement. Tu pars dans l'idée de je fais souffler mon effectif, dans tous les cas, c'est mort. Alors certes, c'est compliqué de jouer sa chance contre Paris, mais tu peux au moins essayer quand t'es un club comme Saint-Etienne qui aspire à jouer le top 5 quand même. Hein. Là, c'est pas une Ligue 2, hein. Faut pas non plus, tu vois. Donc bon, moi je trouve ça un peu désolant, quoi. Mais écoute, c'est comme ça, hein. C'est l'approche qui a décidé de Ouais, choisir. on Moi, en a pas, je trouve ça vraiment dommage. Hein. ouais, on en a pas mal parlé hier en off et on était tous les deux assez d'accord sur le fait que quand même c'est dur. Et surtout, est-ce que tu penses que c'est rendre service à des jeunes qui n'ont pas encore joué un match entier en Ligue 1 que de les mettre en première Ah bah oui, titularisation au non, mais c'est parc? ce que j'ai dit, c'est tu les envoies au charbon, franchement, c'est quoi? Franchement, en même temps, ça doit envoyer des étoiles dans les yeux aux jeunes, mais en même temps, c'est casse-gueule. Hein. Généralement, le premier match, c'est là où tu dois faire la bonne impression, parce que tu auras peu de chances de te montrer. Ouais, c'est compliqué quand même de faire la bonne impression contre Paris, tu vois. Bah, je sais pas si c'est temps de faire bonne impression. C'est vrai qu'il faut faire bonne impression, mais surtout que d'avoir en termes de confiance, c'est dur. Oui, Là, voilà, c'est sûr. c'est la confiance qui va pêcher. Parce que quand ton premier match en pro, dont tu te souviens toute ta vie, tu te dis, mon premier match que j'ai joué avec l'équipe première, tu t'en souviendras toute ta vie. Un Ouais, c'est instant sûr. historique pour un joueur de foot. Et là t'as pris un gros score au parc. Après, on peut toujours nuancer en disant que c'est la Coupe de la Ligue et que Saint-Etienne ne comptait pas jouer cette compétition à fond. Là, comme on l'a dit, bah, c'est la compo qui l'a montré. Mais c'est quand même dur d'envoyer des, des joueurs si tendres, on va dire, comme ça, face à une équipe aussi monstrueuse. Parce que Paris avait aussi mis. Ouais, Parce carrément, qu'il parce faut aussi qu'après, dire, voilà, c'est que c'est ça. Paris avait mis son Paris a équipe eu des facilités quand ultra, même. ultra compétitive. Voilà, Paris a eu des facilités. Alors là, on parle beaucoup, c'est plutôt factuel ce qu'on est en train de faire. On parlera plus du foot et du jeu plus en détail juste après. Mais là, pareil, quand on regarde la compo de Paris, c'est les quatre fantastiques devant. C'est Neymar qui a encore un niveau absolument incroyable. Di Maria qui est très bon. Mbappé, bon, on le sait, pareil. Donc c'est forcément compliqué. Même si tu fais un gros match pour Saint-Etienne, même si Saint-Etienne faisait un gros match avec des grandes ambitions, Paris aurait sûrement gagné quand même, mais pas par 5 buts et pas aussi facilement. Et là, pour parler du jeu maintenant, il y a une approche du match tactique assez douteuse. Déjà, la titularisation de Cabaye du milieu de terrain a fait que le milieu de terrain n'a pas été assez agressif et pas assez présent. Et Au-delà de sa en plus de titularisation, s'être fait il faut se manger. Non, poser la mais attends, question de parce que son recrutement. voilà, déjà, tu peux te poser la question de son recrutement parce que Cabaye, il est clairement pas convaincant. Là, tu sens qu'il est vieux quoi, sur ce match-là. Et en plus de ça, le milieu de terrain, mais il prend l'eau quoi, pendant 90 minutes. Toutes les passes, tu as compté le nombre de passes
qui cassait des lignes, qui cassait la ligne du milieu de terrain. Pour Paris, c'est un nombre absolument incroyable. La profondeur était tout le temps trouvée. Il y a un problème. Saint-Etienne jouait dans une position assez ambitieuse, haute, ce qui laissait des espaces dans son dos. Mais si tu ne compenses pas en étant dangereux devant, c'est pas possible. Il laissait trop d'espace à Paris. Là, Paris s'est régalé, franchement. En soi, c'est pas un match immense de Paris. Forcément, c'est un bon match parce qu'il y a 6 buts. Mais il profite surtout des lacunes qu'il y avait en face. Faut dire ce qui est. Je suis d'accord avec toi et en même temps je me dis que je préfère voir une équipe qui arrive comme ça en essayant d'être haut même s'ils se font complètement punir qu'une équipe qui arrive comme l'OM ces dernières années qui va au parc en te foutant un gros bus derrière et en attendant Ouais, non, d'essayer de mais contrer l'OM, c'était pas le bon. même si c'est un échec Ouais, total. l'OM de l'année dernière de Garcia, je suis d'accord. L'OM de Villas-Boas de cette année, je suis pas d'accord. Au contraire, c'est un peu comme Saint-Etienne, ils sont venus avec l'ambition de jouer haut. Et comme Saint-Etienne, ils se sont fait perforer. En fait, ça me rappelle un peu l'OM. Ah oui oui, je parlais Oui, des non, tu saisons parles de l'OL précédentes, hein. de l'OM de Garcia, ouais, on est bien d'accord. Mais ouais, d'ailleurs, quand tu parles de l'OM, ça me fait penser au parallèle avec l'OM de Villas-Boas qui avait aussi coulé face au ballon en profondeur, notamment pour Mbappé. Ouais. Et bah, du coup, ouais, ça me fait Mais penser il est ça me fait penser inarrêtable, hein. à ce parallèle-là. Sauf que maintenant, on voit que l'OM de Villas-Boas, ça porte ses fruits. Alors que j'ai mis des doutes sur. Après, la SSE de Claude Puel peut facilement attraper une place en Ligue 1, surtout vu le niveau de la Ligue 1 cette année. On a vu qu'il y avait des facultés, mais face au gros, j'ai des doutes. Quelle défense de Ligue 1 peut se dire, peut dire, on peut résister à Ah, l'attaque non, mais des 4 totalement fantastiques du d'accord. PSG? Totalement d'accord. Personne, hein. Personne, mais pas en prentice non plus. D'ailleurs, Si tu petit vois. teasing, on sait pas quand ça arrivera et probablement dans longtemps parce que c'est un énorme travail. Mais il y a bientôt une grosse vidéo, enfin bientôt, il va y avoir une grosse vidéo qui va sortir sur Mbappé sur YouTube les prochains mois, semaines. Donc on vous attend si vous avez des conseils à nous donner ou des axes que vous voudriez qu'on aborde sur cette vidéo, vous pouvez nous contacter à l'adresse pljfoot@gmail.com. Voilà, on peut reprendre. Ok, on passe sur Toulouse. Ouais, on passe sur le TFC. Alors là, je pense qu'on va tous les deux commencer en encourageant les gens à aller voir la superbe vidéo de Romain Molina sur le sujet. Plus généralement, Romain Molina, hein, si vous connaissez pas, ce qui est peu probable, tout le monde, enfin beaucoup connaissent dans la sphère. Oui, mais il est quand même dans la pas, sphère. il est quand même pas super connu. Enfin bref, en tout cas, vous pouvez aller voir la vidéo qui résume plus la situation en interne, ce qui se passe notamment avec la présidence et la direction où on a des choix douteux. Je pense que je t'en avais parlé en off aussi, mais notamment, non, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il y a eu le recrutement de Rochel, je crois qu'il s'appelle à un moment. Et je pense qu'il a forcément été lié à un transfert d'arrangement entre agents, etc. Et ce mec-là, c'est une escroquerie. Franchement, il affiche un niveau incroyablement faible et il vient d'un club pas connu du tout. C'est rare dans le Ah oui, football non, qu'il y ait comme ça franchement, là, des. on se demande vraiment ce qui s'est passé. Enfin, sinon, on se demande pas. On suppose qu'il y a des arrangements avec des agents et du coup, on peut douter aussi de la direction. Qui a sûrement dû avoir un arrangement à l'amiable sans se soucier du sportif parce que franchement, le niveau du joueur, c'est assez impressionnant. Mais voilà, alors après, moi je pense qu'on ne peut pas non plus critiquer totalement Toulouse dans ce qu'ils proposent dans le jeu parce qu'on ne regarde pas tous les matchs de Toulouse. Donc peut-être qu'il y a du bon des fois, mais dans ce qu'on voit dans la globalité et dans ce qu'on entend des supporters, que ce soit des supporters toulousains ou des observateurs, c'est un peu dépitant quoi. Là où je voudrais revenir, c'est sur la gestion des supporters, qui pour moi est un cas grave, étant donné que c'est comme vous l'apprendrez dans la vidéo qu'on a citée, c'est le club qui a dénoncé ses supporters pour utilisation d'engins pyrotechniques, en l'occurrence des fumigènes. Et donc des policiers d'intervention sont venus débarquer au domicile des supporters en question tôt le matin pour les emmener en garde à vue. Et ça, c'est fait pour bien se faire voir de la ligue. Et franchement, c'est pas beau de voir un club dénoncer ses supporters comme ça. C'est preuve d'un manque de confiance. Déjà qu'il y a une rupture entre les supporters et la direction depuis un bon moment. Alors cette affaire-là de perquisition, franchement, pour quelques fumigènes en plus, on sait que les supporters de Toulouse, c'est sûrement pas les plus mauvais élèves, entre guillemets. Voilà, je pense à d'autres clubs d'ailleurs qu'on abordera aujourd'hui avec Saint-Etienne où là c'est un peu différent. La transition est toute faite. LFP, juste pour revenir un peu sur le TFC, on dit souvent que Toulouse n'est pas une ville de foot et qu'il n'y a pas une grande ferveur populaire, mais ça c'est des idées reçues qui sont partiellement fausses
parce que pour avoir habité à Toulouse, je connaissais quand même des gens qui ont pas mal supporté vraiment de tout leur cœur le TFC. Ils étaient plus nombreux que ce qu'on croyait. Non, mais ça, Donc, je n'en doute pas, mais comme tu l'as dit, c'est plutôt partiellement vrai. Alors, hormis le fait qu'il y a le club de rugby qui prenne beaucoup de place dans la ville, ça je pense que tu le sais. En plus de ça, on a quand même des tribunes du stadium qui sont vides. Alors, je veux bien savoir que Toulouse a des mauvais résultats, mais même quand ça allait bien pour Toulouse, bon. mais tu sais qu'en fait, le stadium il est énorme. Enfin, il est très très grand. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'il est Ouais, vide. ça je Ses sais, ça je affluences, elles sais sont qu'il y pas a ridicules, hein. il y a une impression de vide. Il y a une impression de vide, mais quand tu regardes les affluences, quand même, enfin, ça, c'est pas non plus incroyable, hein. Enfin, même si je sais qu'il y a quand même un trompe-l'œil à Ouais, ce niveau-là. ouais. Donc c'est un peu nuancé, mais c'est vrai que c'est pas des énormes affluences. Ouais, c'est ça. Et donc la transition de Valentin était toute trouvée puisqu'on passe sur des supporters un peu plus problématiques qui sont les supporters de l'AS Saint-Étienne, les Ultras notamment, donc des COP Nord avec les Magic Fans et du COP Sud avec les Green Angels. Mais là c'est surtout le COP Nord qui a causé des problèmes disciplinaires avec le craquage de plus de 260 fumigènes et l'allumage de deux engins pyrotechniques massifs qui sont tout simplement des feux d'artifice, hein, comme on peut voir au 14 juillet. Donc je pense que tout le monde a vu les images sur les réseaux sociaux tourner. Et pour ma part, j'avais deux proches qui étaient au match et qui ont pu voir le spectacle pyrotechnique, qui était d'ailleurs plus dans les tribunes que sur les terrains pour des supporters de la SSE. Mais donc les sanctions sont tombées cet après-midi et pour Saint-Étienne, ce sera un match à huis clos donc entier. Donc pour la réception de Nantes ce week-end et un avec sursis, c'est-à-dire que s'il y a récidive, craquage de fumigène massif ou autre engin pyrotechnique, le deuxième match de huis clos total va fermer. Et je sais pas ce que tu en penses, mais on en a déjà parlé dans notre interview de Nicolas Ourcade, c'est que ces sanctions, elles sont extrêmement fortes, même si par rapport à l'ampleur des problèmes, elles sont pas énormes, mais ce qui est, c'est que c'est encore la politique de sanctions et de répression au lieu d'une politique un peu plus avec des encouragements, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, après, là, c'est un cas particulier, c'est presque du jamais vu. Les feux d'artifice sans accord dans le stade. En France, c'est jamais Voilà, vu, hein. J'ai déjà, jamais on vu ça en connaît France. la faculté de la Ligue à être carrément sévère. Que par exemple pour des moments où des animations sont organisées sans l'accord de la Ligue, où là ça sanctionne très fort. Là c'est une animation, pas organisée, mais c'est un feu d'artifice quoi. Donc ça pareil, on en avait déjà un peu parlé, donc je vais faire rapide, mais c'est sûr que encore différent des fumigènes qui peuvent paraître un peu moins dangereux. Là, les feux d'artifice, quand même, si c'est mal maîtrisé, ça peut faire des dégâts. Mais oui, les sanctions sont dures quand même. Quand on nous avait annoncé nouvel ordre enfin, huis clos jusqu'à nouvel ordre, pardon. Ouais, c'est dur. Et vu le Ouais, nombre de sanctions qu'a déjà eu les Ultras de Saint-Etienne, là, on c'est sait ça. que ça va faire comme souvent le cercle vicieux parce qu'ils vont être sanctionnés, ils vont protester pour leur sanction qui est sévère, ils vont allumer des fumigènes, ainsi de suite, huis clos. Bon, ça fait longtemps que ça dure maintenant, Geoffroy Guichard, parce que tu le vois, tu le constates. Ouais, alors Bon, quelques infos à savoir. Déjà pour la réception de Nantes, il y aura à peu près 13 000 supporters qui seront amassés devant le stade. Un écran géant a été mis en place et ils essaieront donc de faire un maximum de bruit pour qu'on les entende quand même au micro dans le stade. Et surtout, deuxième information et qu'on n'a pas beaucoup entendu, c'est que déjà il y aurait eu, donc là je suis pas sûr à 100% de mon information, mais je l'ai lu sur des forums spécialisés, un spécialiste de la pyrotechnie allemand qui s'est déplacé à Geoffroy Guichard pour l'allumage des deux engins pyrotechniques. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a eu des stadiers blessés, mais c'est pas du tout à cause des supporters, enfin pas des supporters, mais de ces engins d'artifice, mais plutôt à cause des tensions qu'il y a eu tout simplement entre les deux tribunes, le parquage visiteur du PSG qui aussi a été sanctionné d'un huis clos en extérieur face à Montpellier avec sursis. Mais en fait, à chaque but du PSG, les ultras, donc notamment le CUP, qu'on connaît, donc le collectif ultra parisien, a jeté des bombes agricoles, donc des engins normalement réservés pour les agriculteurs pour gérer donc la pluie et les intempéries, dans le COP Nord qui était juste à côté. Et vu qu'il n'y a pas de filet, il y avait il y a des bombes agricoles qui sont tombées dans le COP Nord, ce qui a provoqué numéro 1 des mouvements de foule qui peuvent blesser les stadiers et numéro 2 des lancers de fumigène dans le COP, dans le parquage parisien et donc des potentielles blessures de stadiers aussi. Donc c'est pas le feu d'artifice qui a causé
en soi-même les blessures des stadiers qui sont quand même enfin c'est quand même grave de voir des gens qui travaillent dans un stade, c'est quelque chose de grave, faut pas banaliser de voir quelqu'un qui travaille dans un stade qui est blessé dans l'exercice de ses Ouais, non, fonctions. non, je suis sûr, mais du coup, je pense que ça va rentrer en compte, et c'est rentré en compte dans la sanction de huis clos jusqu'à nouvel ordre de la LFP. Enfin, si, si tout simplement il y a eu une telle sanction, ça veut peut-être dire qu'ils ont pris en compte le fait que les soient blessés, parce que tu vois, je savais pas que des stadiers avaient été blessés, donc c'est bien que je l'apprenne aussi. Voilà, donc le spécialiste allemand, c'est dû au fait en fait que les seuls endroits personnellement où j'ai vu tout simplement des gros feux d'artifice dans un stade, c'est numéro un du coup en Allemagne, où il y en a, c'est pas régulier, mais il y en a de temps en temps. Et numéro 2 en Turquie, où les supporters, on n'est pas là pour parler des supporters turcs, mais c'est vraiment des supporters extrêmement actifs et c'est beau à voir de temps en temps. Et si en Égypte aussi, des fois, ils font ce genre de trucs. Je sais pas si tu suis un peu les actualités du mouvement ultra, mais pour ça, je vous conseille un compte Instagram qui s'appelle Ultra World, qui est vraiment excellent et qui met des belles vidéos d'animation dans les tribunes. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur ces ultras et les Je sanctions? pense qu'on peut enchaîner. Allons-y. Ouais. Tottenham-Liverpool. Donc match de cette journée de Première Ligue. Pour toi, c'est un match charnière un peu pour tout Non, simplement j'aurais du mal à dire que c'est un match charnière. Déjà parce que faut pas non plus s'avancer en disant que le titre est joué pour Liverpool, mais il est en très très bonne voie. Donc on va dire que s'il n'y a pas victoire pour Liverpool, c'est pas capital dans la poursuite du titre. Donc déjà pour Liverpool, ouais. c'est pas hyper urgent de gagner. Tottenham par contre, c'est plus compliqué. Ouais, c'est Moi je vais ça. contraster parce que là pour l'instant, vu ce que propose Mourinho, il est sur siège éjectable. Je pense qu'il est pas improbable que s'il continue sur cette lancée et qu'il trouve pas les solutions pour remédier notamment au problème de la défense où depuis que Pochettino est parti, il y a des stats de buts qui sont assez très très préoccupantes même, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a quand même des problèmes à régler que Mourinho ne parvient pas à régler pour l'instant. Il faut peut-être laisser du temps quand même, laisser le temps que ça se mette en place. C'est un grand manager, je pense que le club a quand même une confiance en lui, donc faut attendre, faut laisser un peu de temps. Mais voilà, il y a quand même la pression sur Tottenham. Après, il faut se dire que s'il y a défaite contre Liverpool, circonstance atténuante, parce que c'est Liverpool et que personne n'arrive à les battre. Ouais, exactement. Donc, à mon avis, il y aura moins de pression sur les épaules de Mourinho. Mais voilà, justement, là, ce qu'il faut éviter plutôt pour le match, ce serait une débâcle. Genre un gros score, là, Ouais, surtout à ça peut vite se domicile. compliquer, quoi. Et puis ça peut mal tourner, hein, vu la Bah défense voilà, contre moi, vu l'attaque. la défense, alors après, j'irai pas jusqu'à dire que ça sera un match à sens unique non plus, parce que j'espère que Tottenham va réussir à rivaliser un peu, mais voilà, quoi. La débâcle n'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait un gros score pour Liverpool. Donc, Ouais, à surveiller. c'est vrai que Tottenham défensivement, ils en ont déjà. Enfin, c'était pas avec Mourinho, mais faut pas oublier qu'ils en avaient pris quand même beaucoup contre le Bayern, hein. Ils avaient Bah pris oui, une sacrée raclée. Je crois 7-1. Tu me corriges si je me c'est trompe, mais 7-2. Mais dans tous les cas, ça reste 7-2. 7 buts encaissés dans tous les cas. Ouais, ça avait été donc 7-2 et un score énorme qui reflétait un match tout simplement Ouais. à Bah, sens d'ailleurs, unique où la défense. je te coupe, désolé, mais t'allais parler de la défense. Quand on parle des cadors un peu déchus de cette saison, même si Tottenham est 6ème, c'est pas catastrophique non plus, mais quand je parle des cadors déchus, je peux relever Tottenham et Arsenal, c'est les deux pires défenses du Big Six. Enfin, pas du Big Six, parce que Tottenham n'est pas dans le Big Six, mais dans ce qu'on considérerait comme les meilleures équipes en Angleterre actuellement, c'est les deux pires défenses avec Exactement. 30 buts encaissés chacune. Même Manu fait mieux, Chelsea fait mieux, Liverpool City font mieux, normal, Leicester fait mieux, les Wolves font mieux, Sheffield fait mieux, enfin bon. Bref, la liste est longue, mais c'est vraiment compliqué la défense, hein. Ça se voit par les stats. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué et puis que euh, que c'est enfin il y a un manque de vitesse notamment qui va je pense être criant face à Liverpool pour ceux qui veulent suivre ça demain 18h30, donc samedi 18h30 contre donc Tottenham Liverpool au Tottenham Stadium sur Canal+. Voilà. Donc tu vas rajouter quelque chose sur un des sujets qu'on a évoqués? Non, je pense que c'est bon.
Ok, alors merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin pour ce deuxième épisode des Actu PLJ. Retrouvez-nous soit sur la chaîne YouTube pour le jeu podcast, soit sur le site internet pour le jeu.fr où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse. On est aussi présent sur Instagram, @pour-le-jeu. Merci de nous avoir écoutés, merci Valentin, Salut. à la semaine prochaine.